C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouveau Pop Énergie qui est une visio organisée une fois par mois par Sirena pour ses adhérents avec un intervenant extérieur qu'on essaie de choisir en fonction des sujets du moment et de la pertinence pour vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Mathieu Mansouri, directeur adjoint du CRER, Centre régional des énergies renouvelables, basé à la Crèche dans les Deux-Sèvres, qui agit surtout des missions de conseil technique et d'études sur les énergies renouvelables. Mais je te laisse la parole sans plus attendre pour te présenter plus en détail si tu le souhaites. Merci d'être là. Ça marche. Merci Colin. Ouais, je vais toucher deux mots du CRER, qui est une association qui existe depuis 2001 et qui travaille sur tout ce qui est économie d'énergie, énergie renouvelable, à travers plusieurs missions. D'abord, on est aujourd'hui 27 salariés, donc au siège à la crèche, et puis dans deux antennes à La Rochelle et à Limoges, sur lesquelles on réalise l'ensemble des missions. Les premières missions du CRER, c'est des missions qui sont soutenues par l'ADEME et la région, des missions d'intérêt général où l'ADEME et la région nous confient des missions d'animation des filières énergie renouvelable. Donc on a une mission qui est baptisée les générateurs, où on fait du conseil aux collectivités sur le développement du photovoltaïque et de l'éolien, avec Sirena notamment, et l'ALEC 33 également. On a des missions d'animation des filières bois énergie, solaire thermique et géothermie, avec l'ALEC 33 cette fois, sur la partie Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine Sud. Ça, c'est les missions d'intérêt général du CRER. On a aussi des missions de conseil aux particuliers sur tout ce qui est rénovation énergétique. On est conseiller France Rénov, conseiller du coup des plateformes de rénovation énergétique qu'organisent les collectivités qui souhaitent apporter du conseil aux particuliers sur leur territoire. Et donc nous, on réalise ce conseil-là de manière neutre et gratuite parce que financé par les collectivités pour orienter les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique, leur dire que ma prime rénov s'arrête et puis que ma prime rénov revient et puis que finalement les aides se réarrêtent et reviennent d'une manière différente pour essayer de les guider dans leur projet. À côté de ça, on a des missions d'études pour des collectivités entreprises, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement de projet sous forme de prestations, cette fois la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. Et comme autre prestation importante au CRER, on a des formations. Donc on réalise des formations dans tout le Grand Ouest principalement pour beaucoup les professionnels du bâtiment, pour qu'ils apprennent à installer les différentes énergies renouvelables, et puis aussi pour des architectes, des bureaux d'études, et puis également des collectivités. Et je crois que c'est pour ça, Colin, que tu voulais qu'on discute de ça aujourd'hui. Et alors avant, le CRER, on est structuré en trois pôles. La partie bâtiment performant, où on travaille sur toute la rénovation énergétique de l'habitat que j'évoquais à l'instant. La partie chaleur renouvelable, on va retrouver tout ce qui produit de la chaleur. Et la partie électricité renouvelable, moi je m'occupe du pôle électricité renouvelable, dont on va trouver essentiellement du photovoltaïque en grande partie. Et voilà, puis tout un pôle sur l'activité de formation. Je, je m'arrête là peut-être pour la présentation pour l'instant. Ça marche, merci beaucoup. Effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'était parler de solarisation des bâtiments publics, puisque ça intéresse à la fois les collectivités qui veulent solariser leurs bâtiments et aussi les sociétés citoyennes qui très souvent passent par des bâtiments publics mis à disposition pour leur premier projet et pour essayer de solariser les bâtiments communaux. Je sais pas si tu as une présentation de prévue. Non, je peux extraire des trucs de présentation, mais après, je peux commencer à vous raconter les choses et puis Ok, répondre à toutes vos questions si vous en avez. parfait. On peut faire Euh, comme ça. Merci. Est-ce que, Colin, tu veux qu'on se centre sur la partie toiture des collectivités? Ouais. Ok. Tout ce qui est bon, rapidement technique et aussi le juridique, qu'est-ce qu'il faut respecter, s'il y a des appels à manifestation à faire, s'il y a des lois de commande publique à respecter, ce genre de choses. Ok. Euh, alors, du coup, juste avant de parler de toiture collectivité, je vais parler de ce dont on va pas parler. En tout cas, c'est pas prioritaire, mais si vous voulez, on pourra en parler. C'est que le photovoltaïque pour les collectivités, c'est d'autres choses que la toiture. C'est la collectivité en tant qu'acteur qui peut communiquer, sensibiliser, informer sur le territoire.
Donc il y a plein de missions que peut faire la collectivité dans ce sens. C'est la collectivité en tant que planificateur, où elle est impliquée, ou voire même tête de pont sur plusieurs outils de planification, des plans climat, des PLUI, des SCOT, enfin plein de trucs en lien avec l'aménagement du territoire, et l'énergie fait partie de l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est des rôles importants pour la collectivité. Et puis, après, il y a du photovoltaïque ou des possibilités de développement pour la collectivité sur des parkings avec des ombrières photovoltaïques, sur des espaces au sol qui n'ont pas d'autre usage que la possibilité de faire du photovoltaïque. Et puis, le développement de l'agri-PV, du photovoltaïque en lien avec une activité agricole. Donc, c'est dans ce contexte-là que la collectivité a plein de rôles sur le développement de la filière photovoltaïque et en plus sur la partie toiture qui correspond à une bonne partie du patrimoine des collectivités. Et donc, quand une collectivité veut faire un projet sur une toiture ou se pose la question de faire du photovoltaïque sur une toiture, les questions, ça peut venir enfin, de plein d'endroits différents. Ça peut être, j'ai été contacté par une structure citoyenne, j'ai entendu parler d'autoconso et je veux plus payer le chauffage électrique de ma salle des fêtes, je veux faire comme l'agriculteur qui s'est fait construire un bâtiment gratuit, enfin, ça peut être plein de choses. Et donc, il faut là aussi voir les différentes casquettes que peut avoir la collectivité. Puisqu'une collectivité, c'est quelqu'un qui est propriétaire de bâtiments. Donc, en tant que propriétaire, doit gérer son patrimoine. Une collectivité, c'est aussi quelqu'un qui consomme de l'électricité et donc qui a un contrat avec un fournisseur d'électricité. Euh, c'est aussi une structure qui a des sous, donc qui peut investir et produire ou contribuer à des structures qui produisent. Et ces trois casquettes vont nous amener vers des enjeux juridiques qui vont être différents et qu'il faut bien aborder casquette par casquette pour pas tous mélanger. Et donc, alors, interrompez-moi à chaque instant pour pas que je fasse un monologue qui réponde pas à vos questions ou vos besoins. Et Colin, tu m'arrêtes aussi si ça va trop vite ou trop. Donc, peut-être d'abord sur la partie collectivité en tant que propriétaire de ces bâtiments. Là, quand une collectivité est propriétaire d'un bâtiment et veut faire du photovoltaïque, il y a deux possibilités. Soit elle fait elle-même, elle investit sur son patrimoine une installation photovoltaïque, soit elle met à disposition à un tiers, donc à quelqu'un d'autre, pour que ce quelqu'un d'autre le réalise. Si elle veut le faire elle-même, ben, c'est un marché de travaux classique, comme refaire une couverture, rénover un bâtiment. Donc là, on est soumis à tout ce qui est marché public, avec des consultations en fonction du seuil du montant des travaux, donc différentes formes de consultation. Mais quand c'est de la mise à disposition pour que quelqu'un d'autre le fasse, là, si je fais un petit aparté juridique, c'est le Code général de la propriété publique, le CGPP, qui s'applique, c'est-à-dire que c'est pas du marché public, c'est le code qui encadre comment la collectivité met à disposition son espace. Espace, là, pour le coup, qui est le même, que ce soit du foncier parking, du foncier sol ou de la toiture. C'est le même code et la même règle qui s'applique. Et dans ce cas-là, la manière dont la collectivité doit mettre à disposition cet espace, c'est à travers un appel à manifestation d'intérêt où, où elle fait donc une publicité disant je souhaite mettre à disposition telle toiture pour faire du photovoltaïque avec des critères qui s'apparentent un peu à du marché public, hein, mais c'est pas du marché public. Et ensuite choisir un opérateur, quelqu'un qui utilise cet espace-là. Une fois qu'elle a sélectionné quelqu'un, c'est ce quelqu'un qui se charge de faire l'installation et de faire ce qu'il veut de l'électricité. Ça, je le garde pour après parce on va mélanger toutes les casquettes. Mais à partir du moment où l'entrée, c'est mise à disposition du patrimoine,
Une fois qu'on a mis à disposition, on n'est plus maître de ce qu'on fait, de l'énergie qui est produite sur la toiture qui nous appartient. Voilà, ça c'est un préalable. Alors après, il y a des histoires de est-ce que c'est du patrimoine du domaine public ou privé, ou les règles de publicité sont pas les mêmes, mais l'idéal c'est de faire une publicité systématique, quel que soit le bâtiment, comme ça on est tranquille. Et, euh, et après, dedans, on peut essayer de mettre des critères sur comment, quelle forme le projet doit prendre, hein, justement pour mettre en avant soit des acteurs locaux, soit des acteurs locaux et citoyens, euh, et ce qui permet d'orienter vers le projet qu'on souhaite dans le choix de l'opérateur. Mais là-dedans, un collectif citoyen est un opérateur privé comme un autre. Il y a quelques cas particuliers, mais là, c'est peut-être Colin et Zoé qui sauront plus déterminer ça que moi. Mais quand la collectivité est impliquée dans une structure qui fait du photovoltaïque et qu'elle a ce qu'on appelle un contrôle étroit, donc qu'elle maîtrise toute la gouvernance et qu'elle est majoritaire, enfin, là, les termes sont approximatifs, mais quand il y a un contrôle étroit, elle n'est pas obligée de faire un appel à manifestation d'intérêt. Elle peut directement attribuer euh, le- l'usage de la toiture à une structure qu'elle pilote. Mais c'est assez rare. Enfin, on retrouve peu de cas dans ce genre de projet. Oui, dans le cas typique des sociétés citoyennes, il n'y a pas de contrôle État puisque la collectivité est minoritaire, Ouais. notamment dans le cas des SIC où c'est une obligation. Donc Ouais, on passe par le cas des appels à manifestation d'intérêt dont tu parlais. ouais, on va trouver ça souvent quand des collectivités font des SPL ou des SEM, dans lesquels elles ont ce contrôle de la structure qui porte. Il se peut qu'il y ait aussi des structures citoyennes ou d'autres acteurs privés qui sollicitent la collectivité pour utiliser la toiture. Dans ce cas-là, il y a une sollicitation de quelqu'un qui dit moi, je veux bien utiliser et louer votre toiture. Donc, et je vous fais une proposition. Et dans ce cas-là, la collectivité, c'est à peu près la même démarche, mais au lieu d'un appel à manifestation d'intérêt, elle fait ce qu'on appelle un avis de manifestation d'intérêt spontané. L'idée est de dire, de faire une publicité disant il y a quelqu'un qui s'est proposé d'utiliser notre toiture. Est-ce que quelqu'un d'autre veut aussi? Si personne répond, la collectivité peut signer avec le premier qui avait proposé. Euh, En termes de délai, il y a des obligations légales de durée de publication? aucune. Aucune. Après, D'accord. il y a un peu de jurisprudence en disant qu'il faut que la durée, la manière dont la publicité se fasse soit adaptée, que la publicité soit faite auprès de journaux ou d'un moyen de communication adapté au type de marché, et que le temps soit suffisant pour pouvoir faire une offre. Alors si c'est une petite toiture, 2 semaines, 3 semaines, ça peut être suffisant. Si l'appel à manifestation d'intérêt porte sur 5 toitures, 10 ombrières et une installation au sol, là, il faut laisser un peu de temps. Faut peut-être faire des visites, ce genre de choses. Donc, il y a juste une notion de durée adaptée, mais rien de formel. Et dans le cadre d'un AMI, la collectivité diffuse un cahier des charges, j'imagine. Et auquel cas, elle peut mettre des critères de type portage citoyen ou c'est quand même restreint, il faut laisser à tout le monde la possibilité de répondre. Est-ce qu'elle peut mettre, par exemple, les sociétés qui répondent doivent avoir des citoyens actionnaires, une gouvernance ouverte, un portage local? Est-ce que c'est libre ça ou est-ce que c'est Oui, plutôt... ouais, ouais, c'est complètement libre. Hmm, Parce que là, c'est pas du marché public, donc il n'y a pas de discrimination ou ce genre de choses. C'est la collectivité qui choisit quel type de projet elle veut. hmm, Il faut par contre une articulation équilibrée entre les différents critères. C'est-à-dire qu'il y a forcément un critère qui est le loyer de l'usage hmm, du site, de la toiture. Euh, un, un autre, souvent sur la capacité du porteur à hmm. porter ça. Est-ce qu'il a des retours d'expérience? Est-ce qu'il a la capacité financière et technique? Et puis après, tout autre critère qui soit environnemental, citoyen ou autre. Donc tant qu'il y a un équilibre sur les trois et que c'est pas 90% sur une Hmm. structure citoyenne, bah, c'est assez correct. Oui, Zoé. Il me semblait que dans les AMI, justement, on ne pouvait pas non plus aller dans un niveau de détail, notamment quand on voulait valoriser un collectif citoyen, par exemple, trop élevé, dans le sens où l'AMI, de ce que j'en avais retenu,
ne peut pas répondre non plus à un besoin spécifique. Il faut quand même rester suffisamment vague de mémoire. Est-ce que tu peux expliciter ce point? Oui. Alors, juste un premier point, euh, plus on rentre dans le détail, plus en fait l'AMI veut dire on a une structure citoyenne sur notre territoire et on met des critères qui font qu'on veut sélectionner que elle, donc les autres répondaient pas. Hmm. Si on en arrive à ça, c'est plus d'un appel à manifestation d'intérêt, c'est une fausse procédure pour sélection d'une structure citoyenne déguisée. Donc, avoir un équilibre dans les critères pour pas que ce soit trop flagrant. Mince, on est enregistré. Pour respecter le CGPP. Euh, et puis, après, ce que tu évoques sur le besoin de la collectivité, c'est un point important quand on va commencer à parler d'autoconso. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand la collectivité veut mélanger la mise à disposition d'un espace et le devenir de l'électricité, et notamment pour ses propres besoins, là, on mélange la partie marché public et la partie mise à disposition d'espace. Parce que si elle veut que quelqu'un utilise sa toiture pour, elle, s'alimenter en autoconso, en fait, la finalité principale, c'est surtout de s'alimenter en autoconso. Et répondre aux besoins de la collectivité, là, c'est du marché public. Donc, on n'est plus dans la procédure que je viens de décrire. Donc, c'est pas tellement sur la structure qui va porter, c'est sur le devenir de l'électricité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de critères où la collectivité impose que l'électricité lui revienne. En tout cas, que ça réponde à ses besoins à elle. Et dans ce cas-là, on peut appliquer cette procédure. Et je reviens sur la question du loyer. Il est obligatoire, il me semble, mais ça peut être 1 euro symbolique ou il faut qu'il y ait un montant cohérent minimum? Alors, la gratuité est interdite, effectivement. Et le seuil d'un loyer correct, alors le loyer correct, il dépend de la taille du projet hein, et de la Hmm, rentabilité du projet. Euh, donc sur des petits projets, les loyers sont très très faibles, hein, hmm, de l'ordre de quelques dizaines ou centaines d'euros. Petits projets, c'est des projets de toiture de 500 jusqu'à 500 mètres carrés. Il y a peu de loyers. ok. Euh, et après, le seuil de c'est quoi un loyer correct? Il y a beaucoup de pratiques sur du 1 euro qui Hmm, posent de problème à personne. ok. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence de structures qui peuvent faire ça. Donc en fait, c'est comme c'est des projets pas trop rentables, personne n'y regarde. Dès que les projets sont très rentables, le montant du loyer doit être regardé de près pour pas sélectionner n'importe quoi. Mais là, c'est plus une analyse juridique en fonction de la collectivité et de la taille des collectivités. Plus la collectivité est grande, plus le service juridique est exigeant. Hmm, Et moins il laissera passer des loyers à 1 euro. ok. Mais après, quand on arrive à leur expliquer le modèle économique de ces projets-là, les 1 euro peuvent quand même se justifier. Mais ils y regardent quand même de près. Il y a déjà eu des services juridiques qui ont refusé des mises à disposition pour 1 euro par an. Hmm. Donc ça, c'est la collectivité qui met à disposition l'espace. Et après, ben, une fois que cet espace est mis à disposition avec la procédure d'AMI, ben, c'est une convention d'occupation de toiture, une convention d'occupation du domaine public en fonction de ce que c'est, qui est signée pour une durée de souvent 25-30 ans, qui correspond à la durée de garantie des installations photovoltaïques, et avec ben, les conditions régissant l'exploitation du site, de l'installation, les obligations de chacun pendant cette durée-là. Donc c'est à long terme et c'est assez simple à réaliser. Je précise qu'au niveau des baux d'occupation, il y a un guide d'énergie partagée qui explique les différents baux à mettre en place selon le type de toiture, selon le type de propriétaire, qui est assez bien fait, donc vous pouvez vous y référer si besoin. Euh, donc ça, ensuite, la collectivité qui souhaiterait pas mettre à disposition son espace, mais faire l'installation elle-même. Comme je disais, c'est un marché public. Et dans ce cas-là, comme c'est elle qui pilote le marché public, ben, elle doit s'entourer d'acteurs, éventuellement en fonction du projet, hein, si c'est de la construction, de la rénovation, s'il n'y a que du photovoltaïque à faire, d'un architecte, d'un bureau d'études, éventuellement du CRER en assistant à maîtrise d'ouvrage,
et puis d'acteurs, d'installateurs qui sont capables de réaliser l'installation photovoltaïque, de faire quelques études préalables. Donc il y a toute la partie technique sur la structure, la couverture, Mm. les panneaux. Alors je vais peut-être faire un point particulier là-dessus après. Et là, c'est le marché public, donc elle investit, elle exploite l'installation, soit en autoconsommation, soit en vendant l'électricité, soit les deux. Et, euh, et comme souvent, les bâtiments des collectivités n'ont pas des consommations régulières, permanentes et particulièrement l'été, il y a quasiment tout le temps de la vente. Mm. Les peu de bâtiments où il n'y a pas de vente, c'est quand l'installation est toute petite. Et dans ce cas-là, il valait mieux faire une installation plus grosse. Ou quand on a une installation sur une piscine, une maison de retraite ou une station d'épuration. Dans tous les autres cas, il y a forcément de la vente. Mm. Parce que ben, la production d'été peut être plus importante que la consommation. Ce qui fait qu'on a la majorité des projets où il y a un peu ou beaucoup de ventes. Et quand il y a de la vente, là, on rentre dans la magie de la gestion administrative des collectivités. On a deux choix. Euh, Soit faire un budget annexe, soit faire une installation dans le budget général de la collectivité. Si jamais il n'y a que de la vente, pas d'autoconsommation, c'est budget annexe obligatoire. Un budget annexe, c'est gérer. Voilà, j'utilise du vocabulaire tordu de collectivité, mais vous me direz si vous voulez des précisions. Mais c'est créer un service public industriel et commercial, un SPIC, qui se gère dans un budget ben, commercial. Donc c'est un budget M4 qui est assujetti à la TVA. Donc en fait, c'est comme si ce budget était enfin c'est comme si c'était une régie et une société à part entière qui paye des impôts, qui récupère la TVA et qui gère son activité de vente. Donc il y a des avantages avec cette histoire de TVA. C'est aussi un outil, comme les élus doivent se réunir régulièrement pour faire des conseils de gestion de ce SPIC, mais c'est un outil de gestion stratégique du déploiement du photovoltaïque sur la collectivité. Mais ben, c'est assez contraignant, hein. Ça demande de se faire des réunions, des budgets et ce montage juridique assez particulier. Depuis septembre 2024, comme il y a beaucoup de projets maintenant en autoconsommation individuelle ou collective, il y a des installations photovoltaïques où la vente pour les collectivités représente 10, 20, 100 euros par an. Donc faire toute cette mécanique de budget annexe pour 100 euros par an, c'était assez ben, chronophage et contre-productif. Donc il y a eu un décret qui offrait une dérogation à cette obligation de budget annexe à partir du moment où il y a de l'autoconsommation. Ce qui fait que dans la majorité des projets, comme maintenant il y a de l'autoconsommation, on n'est plus obligé de faire ce budget annexe. Et dans ce cas-là, il faut le gérer dans le budget principal de la collectivité. Il y a quand même de la gestion parce qu'il y a une comptabilité analytique à faire et deux, trois démarches. Et comme c'est nouveau, ben même les trésoreries ne savent pas trop encore, enfin, sont en train d'apprendre en avançant sur comment on fait ces démarches-là. Mais en tout cas, ça simplifie l'affaire. Au niveau des budgets, il me semble avoir vu passer un document du CRER justement sur l'obligation ou non d'en faire un. Oui, on a sur notre site internet, Ouais, dans l'onglet photovoltaïque et après téléchargement, il y a un guide qui explique comment on crée un budget annexe ok. et qui donne ce seuil du décret justement qui autorise une dérogation à la réalisation de ce budget annexe. Et ce seuil, c'est que la collectivité n'ait pas plus de 1 mégawatt crête. Donc c'est 1 mégawatt, c'est 1 hectare de panneaux enfin au sol ou Mm, 5000 mètres carrés de panneaux en toiture en autoconsommation. ok. En dessous de ce seuil-là, on n'est pas obligé de faire un budget annexe et au-dessus, on est obligé. Ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir ou à lever la main via l'outil Zoom. On vous donnera la parole. Pas de questions, tout est très clair. Bon, C'est bah, je te bizarre. laisse C'est si continuer, clair, c'est Mathieu. bizarre. Excusez-moi. Oui. Si j'ai une question, mais je l'ai posée dans le chat, mais Ah oui, Ah, je suis en pardon. train de le regarder, hein.
C'est Bon, un bah, du peu, coup, la dérogation est je te toujours, laisse la lire, Mathieu. ouais, ben oui, 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 c'est toujours viable. En fait, la, il n'y a pas de pourcentage d'autoconsommation mis dans le décret. Donc, à partir du moment où il y a de l'autoconsommation, Hmm. la dérogation est valable. On peut même détourner l'affaire si on veut pas faire budget annexe, hein. Bah On- oui, c'était dans ce sens-là que je posais la question, ouais. Hmm. Ok, merci. Et voilà. Après, le budget annexe, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, puisqu'il y a un moment, pour des grosses collectivités, les 1 mégawatt, c'est vite atteint, hein. Comme il y a un patrimoine de parking et de bâtiments assez important, que bientôt va pouvoir se développer des petites installations au sol assez facilement. Euh, ben, si l'ambition de la collectivité est de faire plus d'1 mégawatt, il vaut mieux tout de suite se doter d'un outil de gestion et de pilotage des élus, qu'est le budget annexe pour gérer tout ça. Donc, si on a des ambitions importantes, créer un budget annexe tout de suite, c'est pas plus mal. Hmm. Voilà. Donc, à partir de là, ce budget annexe permet à la collectivité de vendre de l'électricité, souvent à EDF dans des contrats d'obligation d'achat. Mais ça nous ouvre la possibilité aussi que la collectivité soit productrice dans une opération d'autoconsommation collective et vendre de l'électricité à d'autres acteurs. Et dans ce cas-là, le montage pour la collectivité, c'est simple, c'est qu'au lieu de vendre à EDF, elle vend à quelqu'un d'autre. Donc comptablement, ça se met au même endroit. Le tarif, c'est ce budget annexe qui le décide, enfin, les élus qui pilotent le budget annexe, avec la seule obligation, c'est que ce budget annexe soit équilibré. Il ne doit pas avoir des subventions de la collectivité tous les ans, c'est la vente d'électricité qui doit équilibrer le budget. Donc, il ne faut pas faire d'électricité gratuite, mais le tarif est déterminé par délibération. Donc ça, c'est assez simple. Voilà, ça, c'est l'angle collectivité en tant que productrice d'électricité locale. Après, on va avoir la collectivité en tant que consommatrice d'électricité qui se dit ben, j'aimerais bien acheter de l'électricité à des producteurs qui sont pas loin. Souvent, avec l'autoconsommation collective, c'est des périmètres liés à l'autoconsommation collective. Et dans ce cas-là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça répond à un besoin de la collectivité. Donc, c'est un marché public de fourniture d'électricité. Donc, est-ce que c'est un marché qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un localement qui peut m'approvisionner en électricité dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective? Ceux qui sont pas loin répondent et le moins cher, enfin là c'est selon les critères mis par la collectivité, le moins cher est pris et puis ensuite peut contractualiser pour que la collectivité achète de l'électricité. Les contrats de fourniture d'électricité que signe la collectivité avec d'autres fournisseurs, hein, pour classiquement son électricité, c'est des contrats de 3 ou 4 ans. Donc là, c'est de la même manière. L'idéal est aussi de le faire en parallèle. En fait, il y a deux lots, hein, le lot local et le lot fournisseur classique. Hmm. Et, et on avance comme ça. Et la collectivité peut aussi s'approvisionner pas en autoconsommation collective, mais à travers des contrats de gré à gré de long terme. Euh, on appelle les PPA en anglais. Et donc contractualiser un PPA avec n'importe quel producteur de toute la France qui l'approvisionne. Pour les, au vu des... Juste, pardon, il y avait une question d'Annabelle, je crois. Ah oui, j'ai pas vu. Elle est pas venue. Oui, je te remercie. C'était juste par rapport, se revenir par rapport au budget. Mais de toute façon, Si j'ai bien compris, voilà, parce que ça va me rester un peu flou. Si on fait de l'autoconsommation et de la vente, Il y a un bruit de est-ce fond, non? oui, c'est ma collègue qui Ouais, parle en même temps. pardon. Si on fait donc à la fois de l'autoconsommation et de la revente, du coup, on peut quand même faire un budget, mettre que le budget principal si on est en deçà du seuil, ou on est quand même obligé du coup de passer par un budget annexe à partir du moment où il y a de la revente. Euh, à partir du moment... Alors, quand il n'y a pas de vente du tout, c'est budget principal. Ouais, Quand il ok. n'y a que de la vente, c'est budget annexe.
Et quand il y a Ok. vente et autoconso, on a le choix de faire l'un ou l'autre. Parce qu'elle a rien fait pour Ok. l'instant. Elle veut Merci. savoir en fait les horaires, le travail, si elle Euh, prenait le bus, la petite. ensuite, euh, oui, côté consommation, donc les PPA, les contrats de gré à gré sur le long terme pour acheter de l'électricité, c'est des choses qui se font beaucoup plus facilement pour des gros consommateurs d'électricité, donc des gros industriels, des gros groupes, plutôt que pour des collectivités, parce que le montant de ces marchés-là, enfin un PPA, juridiquement, c'est assez lourd à monter. Le seuil des marchés publics, comme c'est, je sais pas, un contrat de 20 ans, si c'est acheté pendant 20 ans, à peu près 50 000 ou 100 000 euros d'électricité, ça commence à faire des marchés importants. Donc là, avec un formalisme et un engagement de la collectivité important, donc un service juridique qui doit se pencher sur toute la démarche, et de trouver des acheteurs intéressés, enfin des vendeurs d'électricité intéressés, et que ce contrat de gré à gré pour une partie de son électricité l'empêche pas d'acheter le reste à un fournisseur à un prix compétitif. Mm. Parce que s'il y en a un qui vend de l'électricité photovoltaïque tout l'été et tous les midis de toute l'année, celui qui doit amener le complément doit s'approvisionner en électricité et produire toute la nuit, tout l'hiver. Donc forcément, ce prix-là va être plus cher. Mm. Euh, et comme il y a encore un peu de complexité sur ces contrats-là, la région Nouvelle-Aquitaine fait des expérimentations, des aides et de l'accompagnement pour des groupements de producteurs ou de consommateurs sur des PPA. Donc il y a des expérimentations en cours, mais ça reste que de l'expérimentation. Pour l'instant, c'est assez ciblé sur des gros consommateurs. Donc il faut laisser des personnes expérimenter ou expérimenter vous-même, mais pas se lancer massivement dans ce type de contrats qui sont pas encore très adaptés aux consommations des collectivités. Euh, voilà. Donc là, on a vu toutes les casquettes de la collectivité, consommateurs, producteurs et propriétaires de foncier. Et quoi qu'il arrive, ce que je dis tout le temps, je, je le répète, c'est que la première question à se poser avant de se poser toutes ces trois questions, c'est où je peux mettre du photovoltaïque pas cher. Mm. Parce que c'est en trouvant un espace qui permet de produire de l'électricité pas chère, on va trouver des tiers investisseurs intéressés par notre toiture, des structures citoyennes qui vont pouvoir utiliser les toitures aussi, qu'on va pouvoir produire de l'électricité pas chère pour autoconsommer ou vendre. Et c'est vraiment la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on peut, sur les points que j'ai évoqués avant, en discuter pendant quelques années, mais si on n'a pas d'endroit où produire l'électricité pas chère, ça sert à rien. Mm. Et donc c'est vraiment la priorité de ne pas louper ces espaces-là. Et ces espaces-là, faciles pour produire l'électricité pas chère, c'est des surfaces importantes. La taille des projets, plus le projet est grand, plus il est rentable. Alors il y a des seuils qui existent en fonction de la capacité du réseau à absorber la production, en fonction de l'autoconsommation possible des sites, en fonction des tarifs de vente d'électricité, en fonction de l'imposition, des taxes, de plein de choses. Il y a des seuils qui sont créés et qui nous invitent des fois à faire des installations un peu plus petites que le potentiel de la toiture, mais de manière générale, plus c'est gros, mieux c'est. Mm. Et ensuite, spécifiquement sur les toitures, faut systématiquement en mettre sur les bâtiments neufs, parce que c'est toujours le plus simple. La structure, le bâtiment, l'orientation, tout est adapté. Même l'architecture, souvent des bâtiments neufs, c'est un peu moderne, donc même en secteur sauvegardé, les architectes des bâtiments de France sont moins réticents. Donc le bâtiment neuf, c'est l'idéal. Et ensuite, ce qui est important, c'est les bâtiments où on a déjà une rénovation de couverture prévue. Mm. Parce qu'on peut préconiser la couverture adaptée pour recevoir le moins cher possible une installation photovoltaïque par-dessus. Quand on sort de ces deux cas, faire du photovoltaïque sur de l'existant va passer quasi systématiquement par une adaptation du bâtiment, de la structure ou de la couverture. Et donc va augmenter le coût du projet, souvent le doubler. Mm.
et donc diminuer la rentabilité par deux. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, parce qu'il faut que si tous les autres critères sont ouverts, une grande toiture, un super raccordement, un bon tarif, un bon taux d'autoconso, Mm. on peut, je dirais, se payer une rénovation de couverture. Mais sinon, c'est pas évident. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme particularité sur des collectivités? On a des particularités techniques et administratives parce que quand on fait des travaux sur des bâtiments de collectivité, il y a certains bâtiments sur lesquels il y a des réglementations spécifiques, notamment tous les établissements qui reçoivent du public. On a des obligations. Alors, il y a différentes catégories d'établissements qui reçoivent du public, mais sur des catégories les plus importantes, on appelle ça c'est du groupe 1 à 4, en fonction du nombre de personnes qu'il peut y avoir dans une école, une salle des fêtes. Est-ce qu'il y a Mm. des couchages? Est-ce qu'il y a des étages? Voilà, il y a des catégories. Et tout ce qui est ERP de 1 à 4, on est obligé d'avoir l'avis du SDIS pour s'assurer que les règles de prévention et de sécurité incendie sont respectées. Et le SDIS a des recommandations particulières sur ces ERP pour faciliter son intervention, a demandé des cheminements à certains endroits, des coupures d'urgence, des circulations de câbles à l'extérieur, des locaux spécifiques pour implanter les onduleurs. Et il donne son avis en amont du projet, au moment de l'urbanisme. Et ensuite, il demande est-ce qu'il y a un bureau de contrôle qui vérifie que son avis est bien respecté. Et donc, il y a une mission de bureau de contrôle en plus à faire, et surtout respecter l'avis du SDIS. Et donc, échanger en amont ou bien prendre en compte les recommandations qu'ils font pour être sûr que ce soit pris en compte dès le départ du projet. Ça ne remet jamais en cause des projets, mais ça peut complexifier l'affaire si on ne respecte pas leurs préconisations, ça rallonge les délais, il faut changer des choses. Alors ça peut coincer aussi sur un point particulier, parce que le, le bureau de contrôle va faire ce qu'on appelle une attestation de solidité à froid. Il vérifie que les règles de l'art sont respectées et que les panneaux ne vont pas s'envoler. Et donc peut demander des certifications du système de fixation photovoltaïque qui sont vraiment au top. Et des certifications au top, c'est un avis technique du CSTB. Et il y a peu de systèmes photovoltaïques qui ont ce type de certification. Mm. Sachant que la certification couvre un type de couverture avec un type de fixation et un type de panneau. Donc c'est le trio qui est certifié. Et si on n'a pas le bon panneau, si on n'a pas la bonne couverture, la bonne charpente, on ne rentre pas forcément dans cette certification. Et donc des fois, on peut être coincé quand on fait du photovoltaïque sur des ERP parce qu'on n'a pas de produits certifiés pour tel site. Et donc là, ça peut bloquer. On peut ne rien pouvoir faire Mm. sur un site. Voilà, mais à part ça, à part la partie ERP, il n'y a rien de spécifique aux collectivités pour le reste du projet. Je réfléchis, hein. Non, je pense que après, c'est comme tout le monde. Ok. Est-ce qu'il y a des Je pense que questions qui ont ouais, surgi? j'ai, j'ai raconté tout ce que j'avais en tête à vous raconter pour les collectivités, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a beaucoup parlé de bâtiments, mais pour du foncier communal terrain, ça revient à peu près au même, sauf qu'il y a moins de restrictions au niveau sécurité publique, ce genre de choses. Mais c'est la même question de mise à disposition, d'appel à Alors, manifestation d'intérêt. toute la partie mise à disposition est la même. Mm. La partie autoconsommation est la même aussi. Euh, Après, c'est la partie urbanisme qui est un peu Ouais. différente. On n'a pas de SDIS pour la partie ERP, mais par contre, peut y avoir l'avis du SDIS pour Mm. s'il y a des forêts autour, des obligations de défrichement ou ce genre de choses. Mais c'est le même principe. Et pour la partie ombrière, là, c'est encore un peu au cas par cas parce que les doctrines sont en train de se faire.
Mais une ombrière, justement, est-ce que c'est considéré comme un ERP ou pas si c'est l'ombrière de la salle des fêtes? Eh bien, en fonction des distances à la salle des fêtes, Mm. de la personne que vous avez au SDIS et de sa doctrine, il considère que c'est un ERP ou pas. Et après, il y a des questions assurantielles qui font l'objet d'un autre Pop Énergie sur est-ce que c'est un ouvrage ou un équipement, est-ce qu'il y a, on est soumis à une assurance décennale ou pas, et donc il y a des enjeux assurantiels importants en photovoltaïque de manière générale, mais particulièrement sur l'ombrière. Et voilà. Et si du coup, juste je reviens sur ce qui peut amener à réfléchir à une toiture photovoltaïque, les questions de départ, euh, qui étaient ben, je veux que quelqu'un investisse sur ma toiture pour ensuite m'alimenter en autoconso. Si on, si le souhait de la collectivité, c'est de faire ça, donc c'est de répondre à son besoin pour avoir de l'autoconso, ben, le mieux, c'est qu'elle investisse elle-même et qu'elle fasse elle-même son autoconso. Parce que sinon, faire ça, répondre à un besoin de la collectivité euh, avec quelqu'un d'autre qui investit, c'est des formes de marché public qui sont assez tordues et peu adaptées aux petits projets photovoltaïques. C'est des marchés globaux de performance, c'est des locations longue durée, c'est des marchés de concession, c'est des trucs un peu tordus que je déconseille parce que c'est tordu et c'est pas facile à encadrer. Donc autant le faire soi-même, parce qu'au final, si le but c'est de l'autoconso, la collectivité qui investit elle-même n'a pas un intermédiaire qui doit se rémunérer entre elle et l'installation photovoltaïque, donc autant le faire elle-même. Mm. Si après le but c'est soit d'avoir un loyer, soit d'apporter quelques toitures pour la collectivité citoyenne qui commence à se développer, ou qui a eu son assemblée générale la semaine dernière, Mm. ben là, c'est mettre à disposition, d'abord, comme je disais. Et puis, il se trouve qu'après, une fois que le projet est réalisé, rien n'empêche la collectivité de faire son marché public pour s'alimenter en autoconsommation. Mm. Mais tant que les deux démarches sont bien scindées et que la toiture est un producteur comme un autre local qui peut répondre aux besoins de consommation de la collectivité, ben, il n'y a pas de raison de se complexifier en liant les deux tout de suite. Euh, voilà. Ce qui veut dire, petit message pour Jean-Paul, que à Mel, ils peuvent mettre à disposition la toiture de l'atelier tout de suite pour faire une installation de 36 kW. Et ensuite, plus tard, vous les alimenterez en autoconso avec cette toiture qui est déjà prête à recevoir du photovoltaïque. Je te remercie Mathieu parce que j'allais poser la question déjà tout à l'heure, effectivement, puisque nous, bon, ça pourrait être une option, mais pas, peut-être pas uniquement l'atelier municipal, peut-être on recherche aussi sur d'autres toitures, donc municipales ou autres. Donc on pourrait effectivement, bon, rien n'est fait, attention, hein. On est entre nous. Je peux dire que on est simplement actuellement en train de réfléchir à différents scénarios. Bon, ça se discute également avec, ça va se discuter avec la municipalité. Quelle orientation on peut prendre avec eux. Mais c'est vrai on a pensé à cette deuxième tranche là, puisqu'il y a déjà une tranche d'ateliers sur les ateliers municipaux qui existe déjà, pour lesquels il y a un budget annexe depuis 5-6 ans aussi, ouais, je crois, oui. Donc là, la deuxième partie, effectivement, je dis bien pourrait, nous intéresser et puis dans un objectif donc d'autoconsommation collective, hein. Mm. Hmm. Donc du coup, pour que ce soit plus simple et efficace, Mhm. scindez bien les deux. La partie autoconso sera plus tard, d'abord mise à disposition, ne serait-ce que pour vous y voir clair, et puis que la collectivité soit pas engagée aussi à long terme, parce que si ça se trouve, là, elle veut bien vous acheter de l'électricité, mais dans 3 4 ans, elle aura d'autres projets avec des projets agri-PV autour, avec un projet de parc au sol pas Mhm. loin, avec d'autres producteurs Oui. qui vont l'alimenter moins cher que vous. Et donc, Mhm. demain, elle peut vous dire, bah, au fait, je veux plus de votre électricité parce qu'on a d'autres projets. Donc, pour que tout Mm. le monde soit libre à long terme de faire d'autres choses, vous êtes sécurisé par votre contrat de 20 ans à EDF.
Tant que Mhm. vous pouvez, vendez pas cher à la ville ou à la Comcom, et, euh, et avec la sécurité, s'ils arrêtent le contrat ou si vous souhaitez arrêter et alimenter d'autres personnes, de la vente d'électricité pendant 20 ans. Mais alors, juste ouais, une petite interrogation là. Obligation d'achat donc avec EDF, mais si on va plutôt vers une autoconsommation collective, c'est encore autre chose, non? Ou Euh, est-ce qu'on passe par l'obligation d'achat EDF? Faites une installation en vente totale sous Mm. obligation d'achat EDF, et dès que c'est en service, euh, avec un modèle économique qui déjà tient la route avec ça, pendant plus de 20 ans, vous rajouterez de l'autoconsommation collective avec qui vous voulez, la commune, la Comcom, d'autres acteurs. D'accord. Des personnes individuelles. Tu peux Ouais, commencer par de la vente totale et ensuite, une fois que la centrale est en fonctionnement, la basculer en SCC, ce qui est très D'accord. pratique, ce qui est recommandé. Ouais, En ouais, gardant le merci. contrat EDF-OA en parachute, en gros. ouais, Voilà. Ok. c'est ça. Ça change rien au contrat. Euh, Nous, on a des contrats de DFOA où on vend rien à l'année parce que tout est autoconsommé collectivement. Mais on garde notre contrat et si on veut arrêter l'autoconso collective, eh ben, on pourra toujours vendre à EDF derrière. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Si je résume les étapes à suivre pour la collectivité, c'est d'abord de faire un inventaire des toitures, t'as dit, passer en revue ce qui est disponible sur place et ce qui est pertinent pour des installations PV. Ensuite, Juste avant, ouais. non, faire un inventaire, il n'y a pas besoin, parce que les collectivités qui ont 120 bâtiments peuvent payer une étude à 10 000 € pour faire un inventaire, pour que quelqu'un leur dise, le mieux c'est de mettre sur un bâtiment neuf ou d'installer là où vous avez un projet de rénovation. Hmm, Donc autant se dire, hmm, où est-ce qu'on a un projet de rénovation, et on étudie du photovoltaïque sur ces bâtiments-là tout de suite. ok. Et puis après, peut-être une étude sur les quelques bâtiments qui ont des grandes toitures, parce Hmm, que c'est là où c'est favorable. Donc, non, pas d'inventaire long et qui fait perdre du temps. ok. Et ensuite, décider si elle souhaite porter le projet elle-même ou le faire porter par quelqu'un. Si elle souhaite le faire porter par quelqu'un, idéalement une société citoyenne, par exemple, ou par un développeur autre. Et dans ce cas-là, vérifier la question du budget, de la mise à disposition. Ok, Ouais. Et en résumé, l'économie. c'est clair pour moi. Des questions dans l'audience? Oui, j'ai encore une question. Lorsqu'on a un contrat avec une collectivité, si la collectivité change Hmm, un certain temps, plus ou moins proche, est-ce que ce contrat peut être remis en question? Est-ce qu'on est assuré de pouvoir garder ce contrat, même s'il y a une alternance politique? Bon, ça fait pas. Bon, quand tu parles de contrat, c'est le contrat de mise à disposition de la toiture, hein, c'est ça? Oui, oui, Alors, donc c'est une convention qui est, donc comme elle est signée pendant 25-30 ans, il y a dedans les clauses de sortie de l'un ou de l'autre. Et donc, c'est les clauses du contrat qui s'appliquent. Alors, d'accord. souvent, il y a une indemnisation de là, la société citoyenne, si jamais il y a une dénonciation si ils veulent récupérer l'usage de la toiture, avec une indemnisation qui correspond au manque à gagner de production ou au montant de l'investissement. Enfin, il y a des choses hmm, qui se mettent dedans. Après, les collectivités ont aussi un joker, mais avec des indemnisations aussi possibles à mettre dans la convention, qui est pour motif d'intérêt général. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, elles ont décidé de raser le bâtiment parce qu'elles doivent construire des logements sociaux, la nouvelle mairie, d'autres choses, ça fait partie d'un motif d'intérêt général et hmm, qui, lui, peut avoir des clauses d'arrêt de la convention avec des indemnités différentes. Donc il faut bien encadrer ces indemnités pour que la structure citoyenne soit protégée et que ça coûte pas trop cher non plus à la collectivité, que ce soit pas démesuré, quoi. Mais du coup, on peut pas revenir.
comme ça facilement sur un contrat de 25-30 ans. Et c'est aussi cette sécurité contractuelle qui fait que tout tiers investisseur peut ensuite se faire financer son projet par une banque qui, elle, va se dire, je finance que si j'ai des garanties et des sécurités. Et la garantie, c'est le contrat d'occupation de toiture et c'est le contrat d'obligation d'achat pendant 20 ans. L'autoconso collectif, c'est pas du tout une garantie pour la banque. Donc, c'est la projection à long terme à travers ces deux contrats-là qui rassurera vos futurs partenaires bancaires. Oui. Donc, si je comprends bien, bon, si j'ai bien entendu ces derniers temps, lorsqu'on rencontre sa banque, c'est peut-être pas nécessaire effectivement, de parler d'autoconsommation collective, ce qui peut être un Oui, frein. Voilà. oui, exactement. En fait, Ah, faut vraiment voir l'autoconsommation collective comme une option à n'importe quel projet qui vous Mm. permet de vendre votre électricité plus cher en tant que producteur. Et c'est tout. mm, Et après, il faut le voir différemment en termes de communication, de lien avec les acteurs du territoire, dans tous les projets citoyens mm, dans lesquels vous êtes engagé. Il y a plein d'autres intérêts, mais économiquement, il faut juste voir comme ça. oui, d'accord. Ce que Sirena conseille, c'est de penser tous les projets comme des projets de revente totale avec un modèle économique solide et un financement des banques. Et une fois que le projet est lancé, vous réfléchissez à est-ce que ça vaut le coup de passer en autoconsommation collective, de bien séparer ces deux étapes. Ouais. Mm, mm, L'autoconso collective comme sécurité, ce sera quand on pourra facilement faire des contrats de longue durée, Mm. soit des PPA, soit des trucs un peu tordus. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais je sais pas, 5, enfin on sait jamais, dans le futur du photovoltaïque, quand il y aura plus d'obligation d'achat, quand ils vont réussir à voter un futur moratoire qui là Mm. va passer, il faudra bien qu'on se trouve des manières de poursuivre le développement de la filière sans soutien public. Mm. Et donc là, il faudra inventer ces nouveaux modèles à long terme pour rassurer tous les acteurs, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, il faut continuer à produire en masse et, euh, et utiliser les toitures. Très bien. Est-ce qu'il s'agit des mots de la fin? Est-ce qu'il y a des dernières questions J'aurais, peut-être? Ouais, j'aurais peut-être une dernière question que j'hésite à poser parce que je pense que c'est une question bête, mais bon. Je me il n'y a pas de dis, questions allez, bêtes. il reste 5 minutes, je me lance. J'ai souvenir, il y a quelques mois, voire années, d'avoir discuté avec un élu qui me disait que, du coup, il y a quelques années, ils avaient mis des panneaux photovoltaïques sur une toiture. À l'époque, on parlait pas d'autoconsommation, donc c'était d'office en revente totale. Donc, c'était budget annexe. Et en fait, il m'exposait une problématique à laquelle je savais pas quoi répondre, c'est que euh, les recettes liées à la revente, du coup, étaient engrangées sur ce budget annexe et que, ben, en fait, au bout d'un moment, il commençait à y avoir un peu d'argent, mais il ne savait pas comment l'utiliser et il n'avait pas la possibilité de réaffecter ces montants dans son budget principal. Et étant donné que c'est une petite commune, ça commençait à être des sommes qu'il aimerait beaucoup réutiliser par ailleurs. Et il me disait qu'en fait, d'après ce qu'il avait compris, il pouvait utiliser ces montants uniquement pour à nouveau développer en fait du photovoltaïque. Ma question, c'est est-ce que ça, c'est vrai? Et est-ce que, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas eu des évolutions, si c'est le cas, qui permettraient de réaffecter ces montants dans un budget principal? Et est-ce que du coup, la solution, c'est pas juste de prévoir systématiquement un tout petit peu d'autoconsommation pour que ces montants puissent être réaffectés au budget principal et utilisés à d'autres fins ensuite? C'est pas du tout une question bête, Hugo. Mm. D'accord, Parce merci. que elle est traitée depuis un moment, mais la réponse va évoluer aussi, je pense, en fonction de l'actualité. Elle a été traitée d'une manière c'est Philippe Mouillet, le sénateur des Deux-Sèvres, ancien maire de Montcoutan, qui a posé une question au Sénat jadis, où on avait fait du photovoltaïque. Lui, justement, il voulait récupérer les sous avec son budget annexe. Et comme il était sénateur, il a posé la question et il a eu la réponse disant, effectivement, s'il n'y a pas d'autres investissements dans ce budget annexe, que la collectivité dit, il n'y a pas d'autres investissements à faire en photovoltaïque, tous les bénéfices peuvent être rapatriés vers le budget général. Mais ça veut dire que si
c'est ça qui se passe. La collectivité a délibéré de ne plus faire d'investissement en photovoltaïque. Donc c'est quand même assez dommage. Oui, c'est un Et engagement, quoi. ouais, Ouais. c'est un engagement. Et finalement, moi, cet engagement, je le trouve pas si mal, parce que les collectivités avec qui on a fait des budgets annexes il y a 15 ans, eh ben, régulièrement, elles reviennent nous voir en disant c'est excédentaire, trouvez-nous une autre toiture où on peut investir. Donc en Mm. fait, ça renforce la dynamique photovoltaïque sur le territoire. Et des fois, c'est même justement, on a, euh, on a une toiture amiantée, on veut le désamianter, on aimerait bien que le budget annexe, avec le bénéfice, Ouais, participe un peu aux travaux et tout. Voilà, ça va se bricoler. Mais, euh, mais c'est un outil de développement du photovoltaïque. Donc moi, je le ok. prends comme ça. Après, les collectivités qui nous demandent aussi, on arrive à trouver d'autres manières de rapatrier sur le budget général parce que il y a bien un secrétaire de mairie, quelqu'un qui dirige ce budget, et donc du temps d'agent de collectivité qu'on peut affecter au budget Mhm. pour que le budget n'ait pas de bénéfice. J'ai Ouais, même une d'accord. collectivité, mais alors là, j'ai pas eu de retour légal, est-ce que c'est légal, mais qui fait payer l'utilisation de la toiture à son budget annexe. Comme ça, le budget D'accord. annexe est à l'équilibre. Le budget annexe à l'équilibre ne paye pas d'impôt sur les sociétés et tout est rapatrié sur le budget général. Et c'est encore plus simple maintenant qu'on a de l'autoconso, parce que de l'autoconso, le budget annexe, lui, doit être autonome, donc il doit avoir ses recettes. Donc si la collectivité autoconsomme avec sa propre production, en fait, c'est le budget annexe qui vend de l'électricité à la collectivité. Enfin, il y a un échange financier entre les deux. Mhm. Et dans ce cas-là, il suffit de déterminer le prix qu'on souhaite et de vendre de l'électricité pas chère à la collectivité pour pas faire de bénéfices et pour que tous les bénéfices soient ramenés sur le budget principal qui paye la consommation. Euh, Ok, oui, donc il y a pas mal ah d'outils ouais, qui permettent de contourner cette problématique. ouais, L'idéal serait pour une commune qui est dans cette situation, d'aller au maximum de son potentiel en termes de, de, comment, d'investissement dans du photovoltaïque. Et une fois qu'on atteint ce niveau-là, ensuite on se pose la question de comment est-ce qu'on réaffecte au mieux cet excédent, quoi. c'est ça. Mais en Et, dernier recours, la solution de délibérer sur on ne fera plus de photovoltaïque. ouais. Et comme je connais aucune collectivité qui a utilisé tout son potentiel, c'est bon, on a encore de quoi faire Eh bien d'accord. avant de rapatrier les sous pour refaire des routes. Ça fait bien de refaire des routes, mais autant que ça reste dans du photovoltaïque. Mm, mm. Ça Ok. marche. Eh bien, je vous Bon, ben, propose d'en merci beaucoup. finir. Merci beaucoup, Mathieu. De rien. Et vous aurez l'enregistrement disponible dans notre gazette de demain, il me semble. Et c'est tout pour moi. Très bonne journée. Au revoir. Ah si, prochain Pop Énergie, le 18 septembre, même horaire, jeudi 18 septembre à 13h30. On n'a pas encore le sujet ni intervenant, mais ce serait a priori agrivoltaïsme ou chaleur renouvelable. Dans tous les Et cas, très intéressant. concernant la Gazette, ce sera plutôt lundi. Lundi. Ok. Ça marche. Merci Merci Mathieu. beaucoup, Mathieu. Encore. De Au revoir. rien, bon après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Paulin, je